360 photos et autant de drapeaux d'Israël. Un mémorial informel édifié sur les lieux mêmes du festival Nova, à la frontière avec la bande de Gaza. Chaque victime des massacres possède un visage, comme Mayan. Mayan était étudiante en animation. Elle avait mon âge, 22 ans. Elle était au festival Nova et elle a été assassinée. Je connais beaucoup de gens ici, des amis d'amis. Grâce à Dieu, mes amis ont tous survécu. Grâce à cela, on peut voir les histoires derrière chaque visage. Derrière ces visages, il y a toute une histoire. C'est triste. Ce sont des gens extraordinaires. Ce mémorial attire chaque jour des centaines de visiteurs, venus d'Israël mais aussi de l'étranger, comme ce groupe de juifs américains qui écoutent le récit d'un rescapé du massacre, Nehorai. Quelques minutes avant, nous étions en train de danser. Nous vivions les meilleurs moments de notre vie. Au bout de 5 ou 10 minutes, nous avons vu des dizaines de terroristes qui se dirigeaient vers nous. Nous avons commencé à comprendre qu'ils tiraient très fort avec des kalachnikovs, des grenades, des lance-roquettes. Et en même temps, nous étions toujours sous une attaque de missiles. Même si les gens comprenaient ce qui se passait, ils ne pouvaient physiquement pas bouger. Ils étaient paralysés. J'ai commencé à courir vers l'est. C'est important de venir et voir les preuves de première main, de parler aux gens qui y étaient pour qu'ils nous racontent ce qui s'est passé. Nous allons faire passer le message à New York, aux États-Unis et dans le monde entier, juste pour apporter des preuves, pour montrer que cela s'est vraiment passé. Il y a 3 semaines environ, j'ai rencontré un rescapé de la Shoah. Il m'a regardé et il m'a dit « Nous représentons 2 générations ». Et il m'a fait promettre de ne jamais arrêter de parler. Parce qu'il m'a raconté qu'après la Shoah, ils ont beaucoup souffert et ils se sont tués. Ils ont tout gardé à l'intérieur. Nous témoignons, ce qu'ils n'ont pas fait après la Shoah. Il m'a dit « Nous n'avions pas tout ce que vous avez pour documenter les faits, pour que si quelqu'un ose nier, on puisse lui mettre sous le nez, de A à Z. » Raconter sans relâche pour lutter contre le négationnisme du 7 octobre. Car dès le soir des massacres, la thèse d'une falsification orchestrée par Israël inonde la toile. À Tel Aviv, cette organisation signale aux plateformes les négationnistes, comme cet influenceur suivi par des millions d'internautes. Il présente l'attaque du Hamas comme une simple opération militaire. Ils ont conquis la base militaire de Reim, un important centre de communication et de surveillance par drone. Au préalable, ils ont tué ou capturé tous les soldats qui se trouvaient à l'intérieur. Ils n'ont pas violé de femmes, ils n'ont pas torturé de civils. Ils effacent tout ce qui caractérise une attaque terroriste et le fait qu'elle visait spécifiquement des civils. Exploitant quelques fake news comme la rumeur de 40 bébés décapités, les négationnistes du 7 octobre dénoncent un complot visant à justifier la guerre à Gaza. Les sionistes travaillent déjà dur pour nettoyer l'Internet de toute trace de vérité. Alors c'est à nous de préserver la vérité de ce moment historique pour les générations futures. Tout cela est fait d'une manière très conspirationniste. Il y a la vérité, mais il y a une sorte de conspiration derrière. La négation du 7 octobre s'accompagne souvent d'un antisémitisme débridé. Et parfois, les algorithmes les recommandent. Cela a complètement dénaturé le concept de vérité. Mais encore plus grave, cela légitime l'hostilité et la haine envers le peuple juif. Pour contrer les négationnistes, les autorités israéliennes accumulent les preuves des massacres.
Nous avons été autorisés à filmer le chantier du futur mémorial du 7 octobre à condition de masquer les visages du guide et de ses visiteurs, des fonctionnaires munis d'une autorisation spéciale. Dans cette salle sont rassemblées les principales pièces à conviction qui seront exposées. Les armes des tueurs, leurs photos avec les cadres du Hamas, leurs motos fabriquées en Chine, et aussi les instructions qu'ils portaient sur eux, des ordres explicites et glaçants. Sachez que votre ennemi est une maladie incurable, à part la décapitation et l'arrachage des cœurs et des foies. C'est exactement ce qu'ils ont fait aux civils. Le mémorial du 7 octobre évoquera aussi l'arrière-plan culturel des auteurs des massacres. Celui d'une génération éduquée dans le système scolaire du Hamas et nourrie depuis l'enfance de ce genre de livres illustrés appelant au meurtre des Juifs, ou plus tard, de littérature nazie. On ne parle pas d'Israéliens ou de sionistes juifs, mais seulement de Juifs. Ils se basent sur de la littérature classique, comme Mein Kampf d'Hitler. Ce livre est très populaire. Pour documenter les massacres du 7 octobre, les Israéliens disposent d'une source précieuse. Les images filmées par les tueurs eux-mêmes. Des séquences d'une violence extrême, parfois diffusées sur les réseaux sociaux immédiatement après l'événement. Ayelet Razin Betor a visionné en détail des heures de film, des centaines de photos. Avocate spécialisée dans les affaires criminelles, elle tente d'établir avec précision les violences sexuelles subies par les Israéliennes le 7 octobre. Malheureusement, je suis habituée à avoir un regard sélectif. Vous voyez ici ces deux corps avec des traces de sang au même endroit, au niveau du postérieur. Et que vous voyez cela ici, et aussi sur un autre site, au festival Nova. Vous vous dites, elles se sont toutes les deux assises sur du sang? Jusqu'à quel point on peut trouver d'autres explications? Malgré ces preuves en images, des témoignages, des autopsies, les Israéliennes ont dû se battre pour faire reconnaître la réalité des viols de masse du 7 octobre. C'est une expérience très difficile, une trahison des organisations internationales, des organisations de défense des droits de l'homme, des associations féministes. Toute ma vie, mes camarades féministes et moi, nous avons manifesté pour les femmes iraniennes, pour les femmes américaines. Mais quand cela arrive à des juives, à des israéliennes, alors il y a un point d'interrogation. Peut-être c'est à cause du conflit israélo-palestinien, peut-être il ne s'est rien passé, ou c'est le gouvernement israélien. D'habitude, les choses sont très claires, mais là, d'un coup, elles ne sont plus très claires. On entend ce mantra « MeToo, sauf si tu es juive », c'est ce qu'on a ressenti face au monde. Grâce notamment aux travaux d'Ayelet Razin Betor, l'ONU a reconnu la réalité des viols de masse du 7 octobre. Pour établir la vérité historique du 7 octobre, il faut aussi recueillir la parole des survivants. Cette association citoyenne place devant la caméra des centaines de témoins directs du drame. Une parole brute, sans le moindre artifice de réalisation. Et d'un coup, il crie « Le Hamas est dans le kibbutz !» Très vite, c'était un chaos terrible dehors, avec des cris « Allahu Akbar »,« Égorger les Juifs », des tirs, la guerre sous notre fenêtre. Ils sont entrés dans notre maison. La poignée de la porte de l'abri a presque cédé. Et alors, ils ont lâché la porte. J'ai appris plus tard que les soldats étaient arrivés vers chez nous et que des combats avaient commencé. La technique d'entretien utilisée s'inspire d'une méthode élaborée avec les survivants de la Shoah.
On est là avant tout pour eux. On leur donne tout leur temps sans les interrompre. On leur dit souvent, nous ne poserons pas de questions, donnez ce que vous voulez. Quand je pose des questions, la plupart du temps, je les dérange. Ils partent d'une seule traite et c'est comme cela que s'expriment les souvenirs. On documente précisément quand cela est arrivé, qui a témoigné, quand le témoignage a été recueilli, à quel endroit a-t-il été archivé, etc. Nous créons une banque de données bien organisée, car je pense que c'est la clé pour lutter contre le négationnisme. Le 7 octobre, les Israéliens luttant contre le Hamas ou terrés dans leurs abris ont échangé des dizaines de milliers de messages écrits ou audio. Leurs conversations retracent l'invasion minute par minute, une source d'information inédite pour documenter un événement historique. 8h28. Tout va bien chez vous? Non, il y a des terroristes dans le kibbutz et on entend des tirs, beaucoup de tirs. Où cela? Dans tous les villages. Vous êtes dans la chambre forte? Oui. Tzahal riposte. Vous êtes à l'abri? Nous allons mourir. Tous les messages seront regroupés dans une banque de données, un mémorial virtuel accessible au grand public. Il y a encore 2 motos, encore 4 terroristes. Nous avons besoin de renforts. C'est la première fois dans l'histoire qu'un événement de cette ampleur est documenté par toutes les personnes concernées. Aujourd'hui, je ne peux pas demander à mon grand-père et ma grand-mère qui ont vécu la Shoah ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, j'aurais tellement voulu savoir ce qui s'est exactement passé, chaque jour, à chaque heure. À quoi ont-ils pensé? De quoi ont-ils parlé? Comment se sont-ils entraidés? Aujourd'hui, pour les générations futures, nous devons construire le narratif historique du peuple d'Israël, afin qu'on n'arrive pas à ce qu'on vienne nous dire que cela n'a pas existé, ou que nous sommes allés comme un troupeau à l'abattoir. Nous ne sommes pas allés comme un troupeau à l'abattoir. L'ombre de la Shoah plane constamment sur la mémoire collective du 7 octobre. Daniel Luz a traversé ces 2 grandes tragédies du peuple juif. Enfant, il fut caché en France pour échapper aux nazis. Le 7 octobre, il s'est à nouveau caché, cette fois-ci dans la chambre forte de sa petite maison du kibbutz Be'eri. C'est ici que l'on était depuis 6h30 du matin le 7 octobre. Jusqu'à minuit moins le quart. Tout de suite, on a commencé à entendre des cris en arabe et des tirs. Ils nous ont dit qu'ils s'étaient infiltrés. Rapidement, Daniel Luz et sa compagne Edna comprennent que l'armée israélienne s'est laissée déborder par les miliciens du Hamas. Le matin, nous avons vu quelque chose d'hallucinant à la télévision. Une fille du kibbutz appelle le présentateur de la 12e chaîne et lui dit « J'ai vu sur une télévision étrangère qu'ils ont kidnappé mes parents à Gaza. Pourquoi l'armée n'envoie pas un hélicoptère ?» Et le présentateur essayait de la calmer. C'était hallucinant. Jusqu'à présent, je ne réalise toujours pas. Par miracle, les tueurs se sont arrêtés à quelques mètres de leur maison. Qui habitait là déjà? Leurs voisins ont eu moins de chance. Là, je crois que c'était la maison des Karasanti, de Shoshana. Elle a été tuée en même temps que sa fille et son gendre. À mes yeux, c'est une Shoah. Ils voulaient nous exterminer. Les Allemands voulaient exterminer les Juifs. Eux, ils voulaient exterminer tous les habitants de la région et s'installer à notre place.
Après, nous avons appris qu'ils n'avaient pas seulement assassiné, ils ont aussi brûlé les corps et profané les cadavres, au point que les médecins légistes ont mis plusieurs mois à identifier certains corps. C'est inimaginable. De mon point de vue, ils sont comme les nazis, de bons élèves des nazis. Dans les deux cas, c'était horrible. C'était tout simplement terrible. Je n'arrive pas à croire qu'au XXIe siècle, des choses comme cela peuvent arriver. Criminels nazis et terroristes du Hamas renvoyés dos à dos. Une comparaison qui imprègne tout le narratif israélien. Mais dans le même temps, le pays veut rompre avec l'image du juif de l'exil impuissant face aux nazis. Et il glorifie les héros en armes du 7 octobre, comme les frères Sharabi, distingués lors de la cérémonie du jour de l'indépendance en avril dernier. Daniel Sharabi et son frère Neria faisaient partie des festivaliers de Nova et ils ont sauvé des dizaines de civils. Pris sous le feu du Hamas au festival Nova, Daniel et Neria Sharabi s'emparent de fusils mitrailleurs prélevés sur des soldats abattus. Abrités derrière ce char avec d'autres festivaliers, ils parviennent à tuer plusieurs terroristes. Au début, nous étions 15 et à la fin, plus de 120. Nous nous sommes battus jusqu'à l'arrivée des secours. J'étais au téléphone avec mon officier à l'armée qui me disait quoi faire. Et on a tenu comme ça. Ce qui nous a beaucoup servi, c'est d'avoir fait notre service militaire. Nous avons appris ce qu'il fallait faire et nous l'avons fait. On tenait à la vie et on s'est battu. On n'a pas juste essayé de survivre. La légende héroïque des frères Sharabi s'est répandue dans tout le pays, et même dans la diaspora. Comme eux, des centaines de civils ont repoussé l'assaut du Hamas, les armes à la main, le 7 octobre. Des actes de bravoure qui réconfortent des Israéliens sidérés par l'incapacité de leur armée à les protéger. C'est beau tout ce qu'ils ont fait, tous les gens qu'ils ont sauvés. Parce que beaucoup de gens sont travaillés par cette question. Pourquoi je n'ai pas aidé? Pourquoi je n'ai pas fait davantage? Je les félicite d'avoir fait ça, et je me dis que le peuple d'Israël est fort. Désormais, les frères Sharabi se consacrent à leur association d'aide aux survivants du 7 octobre. Pour les Israéliens, ils incarnent la résilience de la jeunesse, mais aussi son deuil du pacifisme. Il faut que le monde sache que nous ne renoncerons pas. Je ne sais pas comment on nous voit à l'extérieur, mais nous sommes un peuple qui détruit ceux qui se dressent contre lui. C'est peut-être une opinion extrémiste, mais je suis d'avis de tuer celui qui vient pour me tuer. On n'a pas le choix. Dans leur travail de mémoire, les Israéliens cherchent à comprendre pourquoi le Hamas a tué des civils dans un festival, des gens des kibboutz, réputés pour leur engagement en faveur de la paix et parfois investis dans des actions de coexistence avec des Palestiniens. Dans les villages désertés de la frontière avec Gaza, cette équipe d'ethnologues cherche des explications en fouillant les ruines des maisons saccagées pour retrouver et inventorier les objets personnels des victimes. Tiens, voilà une tasse faite à la main. Sans doute par un enfant dans un cours de céramique. Ça, c'est vraiment typique des gens de la région de la frontière de Gaza.
Ils font tous de la céramique. À chaque fois qu'on fouille une nouvelle couche, on trouve d'autres objets. On trouve des lettres, des journaux intimes, des papiers, des tissus qui ont survécu au feu. Les objets collectés seront exposés dans le mémorial du 7 octobre. Ils raconteront la perception israélienne du conflit avec les Palestiniens. Quand il y a une telle volonté de destruction avec une telle colère, il y a forcément un enjeu culturel. Regardez les maisons et ce qu'il y a à l'intérieur, les livres d'art, les pianos, les guitares, tous les objets selon les générations. On sent qu'ils ont attaqué ce que cela représentait. Ils ont attaqué un mode de vie, le mode de vie occidental. C'est une sorte de combat entre deux civilisations. Un choc des civilisations. Le 7 octobre a radicalisé l'opinion israélienne. Les 40 000 morts et les destructions massives causées par la riposte de Tsahal à Gaza suscitent peu de réactions, même parmi les militants de gauche. Comme si l'ampleur des massacres avait anesthésié le camp de la paix. Comme si l'attaque du Hamas, qui a visé surtout la jeunesse laïque et les kibboutz, l'avait rendu insensible à la souffrance palestinienne. Chaque mercredi, les survivants de Nova se retrouvent dans ce parc de Tel Aviv pour danser et entretenir l'esprit du festival. Leur manière à eux d'honorer les victimes des massacres. Même parmi ces Israéliens pétris d'universalisme, les discours se durcissent. Je pense qu'il y a encore des gens qui rêvent. Des gens qui pensent que nous sommes encore le 6 octobre. Mais après le 7 octobre, la plupart des gens dans ce pays ont compris que si on ne fait pas attention à nous, si on ne se protège pas comme il faut, on ne pourra plus vivre ici. Après la Shoah et après le massacre du 7 octobre, on continue de condamner les Juifs, de nous traiter de terroristes et d'assassins, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est vivre en paix dans notre pays. Cela pourrait très bien se passer. Mais ils ne veulent tout simplement pas de nous sur la carte. Ils ne veulent ni Juifs, ni Israéliens ici. Malgré le sang et les larmes, malgré la haine envers le Hamas, les organisateurs du festival Nova veulent encore y croire. Ils comptent multiplier les événements à travers le monde, comme pour refuser la fatalité du choc des civilisations. Cela ne change rien que tu sois juif, chrétien ou musulman. Quoi qu'il arrive, nous restons attachés à notre idéal, l'amour de l'humanité et de la musique. Et vous pouvez voir comment ces gens, après quelques mois, recommencent à danser. Ils montrent l'exemple d'une résilience et d'un retour à la vie. Ils dansent, ils sautent en l'air. Et c'est cela notre victoire.